demander de répondre à une question un peu délicate, j'imagine, mais c'est vrai que les patients se plaignent beaucoup des assurances et disent, au fond, on a une double peine. On a la maladie et puis on a cette énorme bureaucratie insupportable, cette montagne qui nous tombe dessus en même temps que la maladie. Et il y a les expertises qui sont parfois humiliantes, qui sont expéditives ou injustes. Et donc, je vais vous demander de réagir à ces critiques et puis de répondre à ces questions qui se posent. Comment on peut faire évoluer les assurances pour une meilleure collaboration et une meilleure prise en charge? Merci beaucoup. J'espère que j'aurai des réponses. Peut-être qu'elles ne satisferont pas tout le monde. Je voudrais réagir juste à un mot qui me fait un peu tiquer, le mot bureaucratie. Parce que cratie, c'est le pouvoir, comme si c'était le pouvoir d'une personne de bureau ou d'un fonctionnaire. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est plutôt de l'administration, de la masse de travail administratif qui est demandé des patients, qui est demandé peut-être aussi des fournisseurs de soins, des médecins, les rapports médicaux qui sont assez mal perçus souvent et qui retardent beaucoup aussi le déroulement des processus. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qu'on attend d'un assureur maladie quand on est une personne malade? On attend que l'assureur paye ce qu'il doit et puis qu'il ait fondamentalement des processus efficaces, rapides, fluides. Est-ce que ce n'est vraiment pas le cas? Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'est quand même parfois. Dans la première partie, je vais vous dire qu'il y a quand même beaucoup de traitements de cancer qui ne posent pas de problème à l'assurance maladie parce que ce sont des traitements qui correspondent aux standards avec des médicaments qui sont dans les listes que les assureurs maladie doivent rembourser, que ce sont des thérapies qui ne sont pas contestées et je prétends que les processus ici sont fluides et qu'il n'y a pas une lourde et pénible administration derrière qui empêche ou qui pèse sur les patients. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des cas où la législation déjà implique que les assureurs maladie doivent vérifier plus en détail certaines thérapies parce qu'elles ne sont pas nécessairement acceptées, elles ne sont pas nécessairement remboursées. Il faut donc faire un travail d'investigation, c'est pénible, probablement pour la personne qui attend de pouvoir commencer un traitement, de savoir si on le lui accordera ou pas. Ça, c'est encore les cas, je dirais, relativement normaux. Et il y a le plus pénible des plus pénibles, ce sont les exceptions. Dans les traitements, normalement, l'assureur maladie a l'interdiction de faire des exceptions. On ne peut pas faire à la tête du client, même si on a de bonnes raisons de penser qu'il y ait des thérapies qui pourraient être utiles. Si elles ne sont pas dans le catalogue, l'assureur maladie n'a pas le droit de les prendre en charge. Et l'exception de l'exception, c'est relativement récent, c'est la possibilité de prendre en charge des médicaments qui ne sont pas dans les listes ou qui ne sont pas dans les indications qui sont prévues ou encore qui sont en dehors des limitations prévues, dans certains cas bien particuliers, avec l'avis du médecin conseil et puis d'un certain nombre de conditions restrictives. Et là, je pense que je peux être d'accord, ça doit être lourd et pénible parce qu'on est dans un système où on sort un petit peu du principe de l'égalité de traitement qui normalement conduit notre action, où le législateur demande aux assureurs maladie finalement de faire du cas par cas. Il y a une contradiction et elle est difficile à gérer, elle est difficile à manœuvrer, je pense, de la part des médecins conseils qui doivent, en leur âme et conscience, faire une évaluation, tenez-vous bien, entre le bénéfice thérapeutique attendu et le coût du traitement. C'est extrêmement difficile. Les assureurs maladie sont dépendants de l'avis des médecins conseils pour pouvoir juger ou non est-ce que dans un cas particulier on peut faire une de ces exceptions ou est-ce qu'on n'en a pas le droit. Ce n'est pas une question de bon vouloir, on n'est pas libre. On veut bien tous être gentils, avoir des clients satisfaits et puis tout payer, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit, on a des contraintes et si on doit payer quelque chose qui correspond à ces exceptions, on doit avoir un avis des médecins conseils. Et je sais que les médecins conseils ont mis en place, essayé de mettre en place des procédures entre eux pour essayer de diminuer l'incertitude et de mettre un peu plus d'égalité de traitement dans un domaine où elle est quand même passablement égratignée. Et s'il y a dans ces situations-là des personnes qui reçoivent un refus de prise en charge alors que leur vie est en danger ou qui ont des délais qu'ils ne supportent pas, je ne peux que comprendre et puis compatir quelque part avec le fait que le système ne répond pas de façon optimale à toutes les possibilités et à toutes les solutions qu'on apporte. Mais
cette bureaucratie, comme vous disiez, cette administration-là, dans ce genre de cas, elle est inévitable. Si on la veut autrement, il faut qu'on renonce ce que moi j'appelle être un pas en avant, c'est-à-dire ces possibilités d'exception, et puis dire, OK, c'est plus simple pour l'assureur, hein, c'est dans la liste on paye, c'est pas dans la liste on paye pas, sans état d'âme. Mais ce n'est pas ce que le législateur a voulu. Le législateur a voulu tenir compte qu'il y a des thérapies qui ne peuvent pas être reconnues parce qu'elles ne sont peut-être pas économiques en général, des produits qui ne sont peut-être pas d'une manière générale correspondant aux critères, mais qui pourraient, dans certains cas particuliers, quand même mériter une prise en charge collective, une prise en charge solidaire, une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins. Et cette bureaucratie-là ou cette administration-là, je la vois comme positive parce qu'elle a ouvert une porte qui n'était pas ouverte il y a quelques années encore. On a parlé pas mal du monde professionnel tout à l'heure et puis des assureurs indemnités journalières. Alors je prends un petit peu le risque de sortir de mon rôle parce que Santé Suisse, on est dans l'assurance sociale, hein, on n'est pas trop les porte-parole des assureurs privés. Et l'assurance maladie, perte de gain, a la plus grande part, comme ça a été dit, une dimension privée. Il y a, il faut le dire, c'est vrai, des gros risques d'exclusion lorsqu'on est malade, qu'on a épuisé son droit aux prestations ou qu'on n'avait pas de couverture d'assurance. Ce n'est pas possible, la plupart du temps, de retrouver une couverture. Ce n'est pas la loi qui l'interdit dans l'assurance privée. Là, c'est plutôt, je dirais, le problème qu'on a un système de sécurité sociale tout à fait faible en ce qui concerne la couverture de la perte de gain. Pas d'obligation, ou peu d'obligations, parfois dans le droit du travail, mais pas d'obligation générale d'être couvert pour ce genre de choses, ce qui veut dire que les assureurs ont la liberté de contracter et de ne pas être d'accord de conclure un contrat avec une personne qu'elle considère comme étant à risque. On a dit aussi 720 jours, quand on est épuisé, c'est plus rien. Ce n'est pas une fatalité, il n'y a pas de loi qui interdit d'aller plus loin. Un assureur pourrait prévoir un contrat plus généreux, et là, on a un autre type de problème, c'est la concurrence. Qui paye les assurances indemnités journalières? Ceux qui les payent, ceux qui les achètent, ils n'ont pas envie d'avoir les primes les plus chères. En général, ils cherchent les primes les plus avantageuses. Donc, est-ce que sur le marché, on peut mettre un produit qui est plus généreux, mais plus cher, en espérant avoir du succès? Ce n'est pas sûr. Une des solutions serait, ça a déjà été proposé, de mettre totalement obligatoire la couverture perte de gain pour les travailleurs. La Suisse, dans son ensemble, je crois, n'est pas ouverte à cette idée. Davantage d'assurance, davantage de primes à payer, ce n'est pas des propositions hyper populaires. Je pense que les assureurs, eux, n'y mettraient pas forcément un grand veto, mais c'est quand même ici une dimension qu'il faut voir, c'est que si on doit payer davantage, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye, ça coûte. Et déjà là, souvent, ça freine. Je vais arriver peut-être à conclure gentiment. Dans les assurances maladie, on a des gens qui sont sensibles aussi au traitement spécifique des cancers. Ce n'est pas le cœur de notre activité, mais on a souvent des grosses organisations avec des collègues qui ont souffert ou qui souffrent, et on n'est pas totalement insensible. Ce n'est pas l'idée d'être insensible. Mais quand vous parlez d'avoir des gens qui se sentent humiliés par les procédures, par les expertises, qui les trouvent trop expéditives, il y en a d'autres qui les trouvent trop lentes, au contraire. Ou injuste, je ne peux pas être d'accord avec ça. Injuste, on n'a certainement pas la volonté de l'être. Humiliant, certainement pas non plus. Expéditif, c'est des fois un peu exagéré, mais oui, on doit travailler vite. On a même depuis cette année dans l'ordonnance pour ces médicaments spéciaux l'obligation de se prononcer dans les 2 semaines. Alors c'est peut-être trop long, mais c'est souvent assez vite. Et puis, on n'a pas forcément cette perception qu'on fait bien notre travail si on le fait vite, mais c'est quand même ce qui est attendu de nous. La conclusion qu'avait dit Mme Ménoret avait le mot solidarité. Je rappellerai juste que l'assurance maladie, son cœur même, son ADN, c'est la solidarité entre les malades et les bien portants, notamment. On essaie de la mettre en œuvre. Elle n'est pas toujours bien perçue. On n'est pas toujours, et parfois à raison, parfait dans ce que l'on fait. L'imperfection fait partie de ce monde. Et peut-être bien qu'on peut s'améliorer. Merci beaucoup. Merci.